C'est dans la nuit du 12 au 13 décembre 1999 que 3 membres de la famille Landry ont été lâchement assassinés à l'intérieur de cette maison. Avec le temps, certaines enquêtes restent non résolues. Il suffit parfois d'un seul fait nouveau, d'un infime indice pour rouvrir une enquête et remonter jusqu'au coupable. Une affaire tout aussi sordide qu'inquiétante dans la région de Joliette. 3 personnes âgées, frères et sœurs, assassinées dans leur maison à coups de hache. Depuis ces meurtres crapuleux, toutes les recherches de la police n'ont pas permis d'accuser formellement un ou des coupables. Le temps est venu de tout remettre en question. Pour avancer dans notre enquête, nous irons rencontrer Yolande Landry, Daniel et Normand Laforêt, Alain Charbonneau et le capitaine Guy Lapointe de la Sûreté du Québec. La famille Landry est une famille extrêmement importante dans Saint-Paul-de-Joliette. D'abord, elle est établie depuis une centaine d'années. Il y avait dans cette famille-là 17 enfants. Tous les enfants sont décédés. Il y en a 3 qui ont connu une fin tragique épouvantable. Alors, pour les gens de la région de Joliette, l'agrandissement de Joliette, Saint-Paul-de-Joliette, c'était une famille extrêmement connue. Même la maison où le drame est arrivé, ça porte le nom de Landry, le chemin Landry. C'est un des frères des victimes, Roger Landry, résidant à proximité de celle-ci, qui a fait la macabre découverte vers 8h30 du matin. Constatant le désordre au rez-de-chaussée, Roger Landry est monté à l'étage. Là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de pas normal parce que les tiroirs de bureau étaient tous à enlever. Fait que là, j'ai redescendu, puis j'ai été appelé le policier chez ma sœur. Bonjour, M. Landry. Bonjour, M. Poirier. Vous allez bien? Pas pire, vous? Oui, ça va bien. Ça vous rappelle-tu de mauvais souvenirs? Oui, mais ça m'en rappelle surtout des bons. Tant mieux. M. Landry, les 3 victimes ici, c'était qui pour vous? C'était les 2 frères passeurs à mon père. Et pour vous, vous les avez connus très jeunes? Je suis venu au monde ici, monsieur. Quand j'ai commencé à marcher, je m'en venais ici. C'était la maison, c'était les oncles et les frères de mon père qui étaient ici. Il y avait beaucoup de jeunes célibataires, puis ils nous gâtaient tant qu'ils pouvaient. Eux autres, ils avaient du fun. Est-ce que je me trompe? Vous avez vécu presque 20 ans ici? Oui, 20 ans, oui. Le drame arrive. Oui. La pauvre sœur se fait assassiner lâchement, les 2 frères. Comment vous avez appris la nouvelle? Moi, c'est ma cousine qui m'a appelé. Moi, je travaillais à Montréal-Est à l'époque. Et puis, c'est ma cousine qui m'a appelé, la fille de Rachel. Elle m'a dit, Yolande, faudrait-tu descendre et aider ton père? Elle dit, mon oncle Marcel s'est fait voler. Mais là, je comprenais pas. J'ai dit, écoute, il s'est fait voler, il s'est pas fait tuer. Elle a dit, oui, il s'est fait tuer. Rapidement, les policiers de Joliette, qui pensaient avoir affaire à un banal vol par effraction, réalisent qu'ils sont en présence d'un triple meurtre, d'un carnage. Quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que vous avez vu? C'était des journalistes, c'était la police, c'était effrayant. Puis, on s'est en allé chez ma tante Rochelle parce qu'ici, c'était fini, c'était condamné. Et puis, on est resté là jusqu'à 10 h le soir. Et on prenait pour eux, tu sais. Est-ce que les enquêteurs vous ont rencontré? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir, les enquêteurs? Où j'étais, le soir du 12 décembre. J'étais chez moi à Saint-Léonard, puis ils ont rencontré ma femme qui travaillait à l'époque, séparément. Ils m'ont demandé si j'avais à rentrer, comment j'aurais fait pour rentrer si c'était moi qui aurais fait le massacre, si vous voulez. Moi, j'avais pas besoin de rentrer par une fenêtre, mais je pouvais rentrer ici par la grande porte 24 heures par jour. C'était pas barré? Du tout. C'était jamais barré, ce porte-là. Il n'y a pas une porte qui était barrée, ça. L'enquête commence. Est-ce qu'il y a déjà des pistes explorées par les policiers? Vraisemblablement, le vol pourrait être le mobile de ce triple assassinat. Est-ce que c'était des gens fortunés? Écoutez, quand c'est arrivé, il était 4. Il y avait Laurette qui était à l'hôpital, heureusement, parce qu'elle est passée dans le cas elle aussi. Moi, je vous dirais qu'il y a 4 pensions qui rentrent. Tout est clair, puis ils se nourrissent pour 75 pièces par semaine. Il avait vendu des terres. Hein? Il avait vendu de l'autre part. Ça vaut de l'argent, ça? Oui. C'était tout à lui. Puis mon oncle Marcel, c'était un gars qui n'aimait pas vendre ses affaires. C'était à lui, il les avait gagnés, il n'aimait pas ça. Pas du tout. Quand tu vendais, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix. Mon oncle Marcel, c'était pas un gars qui parlait d'argent. Ma tante Marguerite était vieille.
Elle sortait pas beaucoup? Du tout. Du tout, elle allait à Joliette. Elle était un petit peu... elle était pas tout à fait là. Elle était vieille. Puis ma tante Marguerite, elle pouvait rentrer à la pharmacie à Joliette, trouver sa sacoche, puis avoir 800-900 $, pour payer sa facture d'épilogue. Mais elle était... C'était ça. Pareil drame n'est pas coutume dans la petite municipalité de Saint-Paul-de-Joliette, où tous les habitants se connaissent. La violence terrible dont ont été victimes ces 3 personnes âgées laisse le village dans le mystère le plus complet. L'autopsie révèle, selon les heures des décès des victimes, que ça a pu se passer sur une période de 3 heures. Comment des gens peuvent rester 3 heures dans une maison, alors qu'à Joliette, tout le monde se connaît? Si quelqu'un était passé proche des Landry puis avait vu 1 ou 2 voitures ou un camion, il serait peut-être posé des questions. Il n'y avait jamais rien dans ce coin-là. Les lumières étaient toutes fermées. Puis ces gars-là, ils n'ont pas travaillé à noirceur. Ils peuvent avoir travaillé avec des lampes de poche. Mais tu peux pas travailler avec une lampe de poche quand tu fais un crime sordide comme ça. Alors, ils ont ouvert de la lumière là-dedans. Alors, il y a quelqu'un qui se serait aperçu de quelque chose. À 3 heures du matin, s'il y a des lumières allumées dans la maison, puis quelqu'un passe puis dit « Hey, chez ces Landry, ça fait habituellement tout est noir. » Prends le téléphone puis appelle le 911. Alors, c'est ça que... C'est tout ça. C'est un mystère total. 16 ans après, c'est encore le même mystère. C'est sûr que des personnes d'un certain âge, il y en a peut-être qui ont la réputation de dire, bon, ils en mettent pas trop à manque, ils s'en gardent toujours un peu à la maison. Est-ce qu'il y en avait, ça, je pourrais pas vous dire. J'étais pas quand même assez proche pour le savoir. Les 2 personnes qu'on s'en va rencontrer, est-ce qu'ils ont une hypothèse? C'est arrivé par pur hasard que cette maison-là a été choisie? Moi, j'en doute fort. Surtout dans l'endroit où elle s'est tuée. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui les connaissait? Est-ce que ça peut être quelqu'un proche de la famille? C'est ça que je veux savoir avec les 2 personnes qu'on va aller rencontrer. Bonsoir, Madame Danielle. Est-ce que vous aviez beaucoup de liens avec les Landry? Oui. C'est notre enfance qu'on a connue là. Ça fait 16 ans, là, en 2016, là, que la famille Landry a été assassinée. Avez-vous la même expression aujourd'hui que vous aviez eue à une certaine époque, lorsque le drame est arrivé? Pas celle au tout début. Celle au tout Qu'est-ce que début. vous aviez au tout début? Au tout début, c'est ce qui nous a été répété, c'est que c'était un vol qui avait mal tourné. Mais, tu sais, après avoir pris connaissance du contexte de la situation, il y a peu de chances que c'est peu probable que ça soit ça. Parce que si un vol tourne mal, on peut pas ouvrir le crâne de 3 personnes par accident. Là. Fait que moi, en tout cas, moi, c'est pas un contexte qui va avec le fait que ça sera un vol qui a mal tourné. Mais tout se peut, mais pour moi, en tout cas, ça me semble peu plausible qu'il y ait eu tant de violence. C'est une scène de crime d'enfer, nous ont confié quelques enquêteurs tout à l'heure. Les 3 personnes ont été tuées à coups de hache. C'est un véritable carnage. Moi, j'arrive à une hypothèse, c'est sûr qu'ils sont faits tuer par quelqu'un. Puis ma conclusion première, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Ça peut être n'importe qui. Là, s'il faut que je pense, puis essayer de penser c'est qui, c'est assez difficile. Est-ce que ça peut être dans la famille? C'est une possibilité. Ça peut être quelqu'un de la famille qui s'est fait aller mâchoire en disant bon, ils ont mis de l'argent, puis ils vendent des terres, puis là, les crottés ont pris ça, puis quelqu'un... Ça veut pas dire que les gens qui ont parlé sont allés ces lieux. C'est à espérer qu'un jour, on va connaître la vérité dans ce dossier-là. Hein? Ben, on le souhaite. Mettre une image sur la personne. Ouais. Puis c'est sûr que ça aide au processus de deuil. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Peut-être que ce crotté-là ou ces crottés-là circulent encore dans la région. C'est ça qui est le pire. Ouais. Épouvantable quand tu vois ça. Des personnes âgées, sans défense, d'avoir été tuées d'une façon des plus dégueulasses. Moi, je me demande vraiment là, si les gens qui ont fait ça, parce que je pense qu'il y a plus qu'une personne, ils devaient être gelés, je sais pas à quoi, pour tuer ce monde-là, puis les blesser au départ, comme ils les ont blessés.
Quand tu parles à des gens qui sont entrés pour voir la scène de crime, ils n'avaient jamais vu ça dans leur carrière. Un massacre comme ça. Monsieur Alain? Oui. Poirier-Claude, comment allez-vous? Oui, ça va. Bon. Là, on se rencontre au restaurant Super Mario. OK, ben, on va me rentrer dans 20 ans, après 10 minutes. Parfait, on se rencontre là-bas. Merci. Bonjour. Bye. Vous aviez raison, M. Charbonneau, les hot dogs sont excellents ici. Ils sont très bons. C'est ce qu'ils disent. Oui. Vous, face aux 3 membres de Landry, lâchement assassinés, quel était votre lien avec eux autres? Ben, moi, c'était un voisin, puis, écoute bien, comme je l'ai dit l'autre fois, c'était un gars que c'était mieux que mon père, finalement. Vous le considériez comme votre père? Ah ouais. Le fil de téléphone est arraché. Puis il dit le tapis de table et tout taponnait, mais il n'y avait pas monté en haut. Là, ça allait qu'en haut, tout est culbuté, lit, puis tout. Votre hypothèse, vous, c'est quoi? C'est quelqu'un qui connaissait l'affaire bien gros. Quelqu'un de très proche. Pas de la parenté, ça, c'est sûr. Je suis certain que c'est pas de la parenté. C'est quelqu'un qui a peut-être surveillé les allées et venues de la famille Landry. Il savait qu'il couchait de bonne heure le soir. Bon, puis qu'il a peut-être observé les endroits pendant quelques jours. Parce que quand la scène de crime est faite, on constate qu'il y a une vitre où il y a une fenêtre à l'arrière, près de la petite cuisine qui est ouverte. Les policiers pensent que c'est juste pour vous démontrer qu'il y avait eu peut-être effraction. Ils pensent qu'ils sont entrés par la maison. Vous, votre réaction? Non, d'après moi, il est rentré par la porte. Et il barrait en rien, nous. C'était comme chez nous, on barrait pas, on ne connaissait pas ça comme nous, après la maison. Un des éléments qui aurait mis les policiers sur la piste du vol par effraction, c'est la disparition d'une bague ayant appartenu à Marcel Landry d'une valeur de 1 200 $. Pour appuyer l'enquête, la Sûreté du Québec a reconstitué la bague afin de la présenter au public. Il y a des choses qui ont été volées dans la maison. Une fameuse bague là, qui appartenait à une des frères. À Marcel. Marcel. On n'a jamais localisé cette bague-là. Ça, j'aurais aucune idée là-dessus, là. Je sais que ça avait été dans les journaux à Joliette, que sa bague avait été faite en même place que moi, j'avais fait la mienne. Ouais, maintenant, il y a des informations qui circulent que les Landry, entre autres, un des 2 frères, avait des billes de 1000. Et ça sentait le fumier. Oui. Supposé que les filles en caisse, tout à Saint-Paul, ils savaient que l'argent venait de chez Marcel Landry, parce que ça sentait le fumier, ça sentait l'étable. Il devait cacher son argent dans l'étable. Exact. Donc, il n'avait pas tombé avec 1 000 d'un main? Oui. Oh, expliquez-moi ça, là. OK. Un dimanche après-midi, un de mes chums, il m'appelle le dimanche après-midi avec une commande. Il ramène ça, le gars. Il m'emprunte tout, 50 $, 100 $, en tout cas. Il dit, il ne veut pas me faire un bill de 1000. Il dit, voyons donc, un dimanche, ça n'a pas d'allure. Puis cette bille-là, il sentait. Ça sentait. Comment vous avez su ça? Vous êtes allé le rencontrer? Puis il était cherché, j'ai été à la banque, j'ai emmené de l'argent, je paye sa commande, il y a 200 quelques piastres de commande. Là, moi, j'ai gardé le bill de 1000. J'ai eu l'idée d'aller à la police avec. Mais j'ai dit, si j'emmène ça à la police, c'est que le petit con qui est venu chez nous, là. J'ai dit, moi, je le paye mon bill de 1000, puis j'ai pas 500 à parler pour eux autres. Ben non. Fait que ça finit là, l'affaire, j'en ai jamais reparlé, ça finit là. Ça fait plus de 16 ans, là. Ils n'ont pas encore réglé ça. Comment vous vivez avec ça? J'aime pas ça. J'aime pas ça parce qu'ils courent tout le temps, ces gars-là. C'est pas un gars tout seul qui a fait ça, là. C'est... en tout cas, c'est pas... Je sais pas, là-dessus, là, faut pas voir... Ça prend du monde... Ça vous a beaucoup marqué? Ah ben, écoute bien. Ça circulait dans la ville de Joliette, à Saint-Paul-de-Joliette, qu'il pouvait y avoir de l'argent. Il y a plusieurs années, les gens me disaient qu'il avait vendu des terres de tabac. Et lui, quand il est arrivé le bug de l'an 2000, il a paniqué. Puis il a sorti son argent des institutions bancaires, puis il prenait son argent, puis il a placé ça dans une grange où il y avait du fumier. Donc, c'est pour ça que les hypothèses, c'est quelqu'un qui savait qu'il y avait de l'argent là, pour avoir fait ce qu'ils ont fait, là, parce qu'ils pensaient de taper le jackpot. Aussi simple que ça. On sait pas. Est-ce qu'il est, le meurtrier? Il est-tu en prison? Il est-tu mort? C'est une connaissance d'entourage de ce monde-là. Faut pas se leurrer. Ça veut pas dire parce que les 3 meurtres sont pas éclaircis que la police sait pas où ça s'en va. Ils n'ont pas assez de preuves.
Capitaine Lapointe, qu'est-ce qui arrive avec le dossier de Saint-Paul de Joliette? Bien, premièrement, c'est un crime extrêmement lâche. Je ne le cacherai pas. On parle de 3 personnes âgées, presque sans défense, on pourrait dire, qui ont été surpris à l'intérieur de leur domicile. On peut penser que dans notre domicile, on est en sécurité. Manifestement, cette fois-là, c'était pas le cas. Bien, il y a beaucoup d'informations qui sont entrées. Vous savez, depuis cette journée-là, de 1999, il y a plusieurs choses qui ont été faites. On va parler de la récompense qui a été offerte seulement 2 fois dans l'histoire de la Sûreté du Québec. À même les fonds de la Sûreté du Québec, il y a une récompense qui a été offerte. Vous savez, en 2005, aussi, une émission qui avait été faite, qui avait généré beaucoup d'appels. À ce jour, c'est au-dessus de 500 personnes qui ont été rencontrées, différentes entrevues de témoins ou de personnes qui auraient pu détenir de l'information. C'est le principe du casse-tête, hein. Vous le savez, ça fait assez longtemps que vous faites ce métier-là. Des fois, ça peut être le morceau de casse-tête qui va nous permettre d'être capable d'avancer et de solutionner ce crime crapuleux-là. Les Landry, on me disait, j'ai rencontré des parents des victimes qui m'ont dit la famille ne barrait jamais sa porte. Alors, ça se peut fort bien que les gens aient rentré par la porte, mais on a voulu démontrer qu'on était rentré par une fenêtre arrière. Effectivement, c'est difficile d'établir comment ils sont entrés. Le détail qui est important, vous l'avez mentionné, c'est qu'il n'y a pas de traces d'effraction. Donc, effectivement, il est possible qu'ils soient entrés par la porte qui n'aurait pas été verrouillée ou encore par une fenêtre. L'enquête ne le démontre pas. Mais vous savez, ça, c'est un détail qui est peut-être pas un détail névralgique pour nous. Parce que lorsqu'on veut déterminer l'auteur ou les auteurs d'un crime comme celui-là, bien, de savoir qu'ils sont parvenus à entrer sans infraction, ce que ça nous dit, puis vous l'avez mentionné, c'est que probablement ils connaissaient les victimes. Pas nécessairement que c'était des proches, mais tout le monde, il y avait une connaissance du mode de vie de ces gens-là, peut-être de leurs habitudes. Je vous parlais tantôt de ce qu'on pourrait qualifier de crime d'opportunité, bien, c'est ce qu'on peut penser. On savait que peut-être qu'il y avait de l'argent sur place, que les gens étaient vulnérables, qu'ils verrouillaient pas la porte, comme vous l'avez dit. Donc, effectivement, c'est des éléments qui sont regardés par les enquêteurs. Je sais que la scène de crime, ça a été travaillé pendant plusieurs jours par les crimes contre personne de la Sûreté du Québec. Et on laissait sous-entendre à l'époque, il y a un petit chemin. Puis on pense que les gens, parce que là, ça peut être une personne comme ça peut être 2 personnes. Une personne, c'est difficile. Il aurait pu prendre ce qu'on appelle des véhicules terrain pour se rendre sur place, pour sortir, parce que la maison est très éloignée, il fait noir. Alors, si on vient par ce petit chemin-là, on risque moins de se faire voir. La scène ne nous a pas permis d'établir comment le ou les auteurs auraient pu se rendre sur place. Est-ce qu'ils étaient à pied, est-ce qu'ils étaient à bord de véhicules ou terrain, à bord de voitures. On n'a pas été capable de déterminer ça. Mais vous avez raison quand vous dites que la scène a été travaillée méticuleusement. Vous savez, une scène de crime, ça part. Hein? On a déjà dit cette expression-là. Et c'est l'élément principal au cœur de l'enquête. Parce qu'à partir du moment où on n'a pas de témoin direct ou indirect, on n'a pas de caméra de surveillance, on n'a pas d'autres éléments. Mais là, la scène, c'est l'élément le plus important. C'est le cœur même de l'enquête dans un dossier comme celui-là. Ça, à l'époque, à une certaine époque, quand vous étiez très jeune, est-ce que c'est exact que c'était le chemin principal? C'était la route principale qui passait devant la maison. Oui. Donc, c'était tout le monde passait ici? Tout le monde passait ici. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec, oui. Quand on leur parle, oui. L'hypothèse qu'ils retiennent, eux autres, que le ou les tueurs seraient arrivés en 4x4 puis ils auraient retourné en quittant par ici. Est-ce que vous pensez que ça se peut, vous? Ça se peut, monsieur. Faut arriver. Parce que le chemin ici, si on s'en va au bout, c'était la grande route. C'était facile de stationner peut-être des autos ou un camion, peu importe. Non? Prendre des 4 roues motrices, s'en venir avec. C'était très facile. Il y a 15 ans, il se passait à Saint-Paul un triple meurtre qui n'a pas été résolu. Non. Et là, on a une sommité dans le domaine des meurtres non résolus. Claude Poirier qui est avec nous. Bonjour, M. Poirier. Bonjour à vous deux, puis merci de nous accorder du temps d'antenne. Quand j'avais pris connaissance, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1999, la façon dont les 2 frères et leur sœur avaient été tués d'une façon épouvantable, je suis venu couvrir l'événement, je suis revenu à quelques reprises. Je sais que vous êtes retourné sur les lieux du crime un peu plus tôt aujourd'hui et ça vous a fait quoi, 15 ans plus tard, comme ça? Quand je suis arrivé aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui ont pris possession de la maison, puis j'étais allé les voir. Alors, c'est sûr que moi, ça m'a fait des choses, parce que quand on rentre dans la cuisine est la même. Quand on s'en va, la petite cuisine en arrière, on sait qu'il y avait une fenêtre qui était ouverte. Par la suite, quand on monte en haut, les gens qui ont acheté la maison, ils ont été 5 mois, ils n'ont pas été capables de monter en haut. Pas misère à le croire. C'est compréhensible. Oui, tout à fait. Ça, c'est la chambre de Marguerite. En arrière, c'est la chambre de Marcel. L'autre bord, c'est la chambre de Roland.
Roland, il a tombé sur le calorifère. C'est ça, c'était plein de sang ici. Oui, il a tombé sur le calorifère et il a cuit là. Lui, sa tombe n'était pas ouverte. C'était comme ça. Ça n'a pas vraiment changé. Non, c'est vrai. C'est un des dossiers qui m'a beaucoup touché. Moi, je suis un gars qui a 77 ans déjà. Et je le dis, les personnes qui sont les plus vulnérables dans notre société, ce sont les enfants et les personnes âgées. Est-ce qu'on espère, 15 ans plus tard, aller chercher de nouveaux éléments pour possiblement résoudre aussi? Vous savez, ça peut pas rester impuni. Si le gars qui a fait ça est mort, bien, au moins les neveux et tout ça, ils vont pouvoir tourner la page. Mais tant il y a aussi longtemps que ça, il y a peut-être un fou ou 2, 3 fous qui courent encore. À la suite du meurtre des 3 membres de la famille Landry, plusieurs personnes âgées ont quitté leur domicile, craignant que les meurtriers récidivent et s'attaquent à nouveau aux personnes du 3e âge. Saint-Paul-de-Joliette espère toujours que justice soit rendue dans les meurtres crapuleux de la famille Landry. Saint-Paul a d'abord rendu un hommage civil à ses 3 enfants sauvagement assassinés lundi dernier. Que leurs souvenirs vivent dans le cœur de ceux qu'ils ont aimés, qu'ils se reposent désormais de toute leur fatigue. La petite église de Saint-Paul était remplie à pleine capacité pour ce dernier hommage aux 3 victimes. Les Landry, il faut le dire, font partie depuis 120 ans de l'histoire du village. Ce sont des pionniers fervents catholiques, actifs dans leur communauté. Dans cette enquête, si vous avez des informations à nous transmettre, on compte sur vous.